Tu es la plus grande révélation de l'Afrique. C'est une situation qui n'est pas normale dans l'entreprise. Je préfère discuter avec les directeurs. Il y a le 13 août, il y a l'intersyndical qui m'a écrit, me notifiant d'un préavis de grève. Et pourquoi cette grève? Ils disent qu'il y a des problèmes de barème qui n'est pas appliqué ou bien qui n'est pas encore réalisé. Et deuxième élément, il y a le détournement des fonds, la mauvaise gestion. Vous vous rappelez, ils sont passés sur RFI pour s'expliquer. Et M. Kamande est passé les voir et j'ai donné quelques réponses. J'ai pensé qu'il était utile qu'on engage quand même un certain débat entre nous parce qu'il en va de la survie de l'entreprise et qu'on mette le point sur l'ISI. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le décès de Ernest Kabila, j'ai demandé d'abord qu'on me fasse les états des lieux. Je pense que chacun de vous a eu une lettre. Pourquoi? Parce que vous savez, depuis que je suis là, je ne connaissais pas ce qui se passe dans l'entreprise. J'étais exclu de la gestion. J'ai voulu voir clair qu'est-ce qui se passe réellement. C'est ainsi que j'ai demandé dans chaque direction qu'on me fasse un état des lieux. Au moment qu'on faisait l'état des lieux, il y a eu la direction du personnel devrait déposer la liste de paye, le listing de paye au budget. On m'a amené un document, le listing. C'était la toute première fois que je voyais ce listing. J'ai dit, comme je ne connais pas comment les choses fonctionnaient, on met en place une commission. Et cette commission devrait quand même éclairer la situation. La commission a fait son travail, on a sorti les rapports et sont partis voir j'ai écrit au PCA pour qu'il y ait les conseils d'administration, qu'on puisse en discuter. Parce qu'il y a des choses que moi je ne connaissais pas, mais qui s'est passé entre la direction du personnel et l'ancien DG. Il y a eu une réunion. Et dans la commission, il y avait un auditeur, un syndicaliste, quelqu'un de comptabilité, quelqu'un de ma direction. Donc, il y avait presque tout le monde qui s'occupait du salaire. Dès que j'ai les rapports, je l'ai amené chez le PCA. On a convoqué le conseil d'administration. On en a discuté, mais on n'a pas terminé. On a remis le document à tous les membres qui assistaient au conseil pour qu'ils aillent lire. Après, on va discuter. Après le conseil, il y a eu notre syndicat, Maison, qui m'ont écrit. J'ai dit, comme l'IGF est là, d'abord avant que l'IGF vienne, le ministre a écrit à l'IGF pour qu'on vienne faire un contrôle. Donc l'IGF n'est pas venu au hasard, c'est le ministre qui a demandé. Et j'ai dit aux syndicalistes, comme l'IGF est là, laissez-moi le temps qu'on travaille avec l'IGF, qu'on reporte. Ils ont encore écrit, je leur ai dit, ok, on va discuter sur quoi? Mettez le document, mettez sur le papier tous les sujets. J'ai envoyé notre ami DRH, qui devrait avoir tous les points, qui sont avec eux, pour que le lundi, qu'on se rencontre. Avant qu'on se rencontre, je vois les gens de l'intersyndicale qui m'écrivent pour dire qu'ils vont aller en grève. Le lundi, on était fixé qu'on devrait se voir ici. Les ils ne sont pas venus. Le ministre Mouyaya a pris les choses en main. On a été invités hier, moi et le PCA et les syndicalistes. Vers 16h, nous sommes partis. Nous sommes restés
de 16h jusqu'à 18h30. Aucun syndicaliste n'était présent. Ils ne sont pas venus. Ils ont leurs raisons, on ne sait pas pourquoi. On les a appelés, ils disent non, ils ne viennent pas. Et dans leur lettre, ils disent, comme l'électricité là j'ai écrit, ils ne peuvent pas parler avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à l'inspection générale du travail. Donc, on aura la réunion le lundi à 11h avec l'inspecteur général. Comme on ne parvient pas à se mettre, d'accord. Mais il y a des choses qui sont frappantes. C'est d'abord la question du salaire. Je pense parmi les syndicalistes qui savent, les ministres étaient à Goma. Ils sont venus voir le PCA. Il fallait faire vite pour amener ce dernier barème. Le directeur du cabinet du ministre fait partie de notre du conseil d'administration. On a appelé les ministres Mouyaya. Le ministre Mouyaya a demandé à ce qu'on lui envoie le document. Il a signé. On a pris le document, on l'a transmis au Bidier. Pardon, c'est le ministre Mouyaya qui a transmis. Et quand je vois ce que les syndicalistes disent, qu'il y a un problème de salaire, et je me pose une question. De quel salaire s'agit-il? Parce que le ministre a déjà transmis les dossiers au budget. Deuxième élément qui trouble un peu la question, c'est au niveau de la médiation. Ils ont écrit partout qu'il y a gestion, on a mal géré, il y a détournement des fonds, la redevance. Mais l'IGF est là pour ça. C'est pour que l'IGF contrôle. Ils ont 2 mois. C'est après 2 mois qu'ils vont faire les rapports. Pourquoi les gens sont pressés? Pourquoi les syndicalistes ne veulent pas écouter? Ils disent qu'ils veulent partir en grève parce qu'on a détourné l'argent. Mais l'IGF est là. L'autre élément important, on a saboté les groupes avant-hier. Et si je vous ai appelé, c'est pour cela. Quels que soient les problèmes, on ne peut pas toucher au matériel. C'est une entreprise publique. Hier, j'ai vu le directeur Ali Massi. Il me fait un rapport qu'on a forcé le groupe. Et puis, ni était leur vigilance, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas ce qui serait passé, c'est pas cette technique. Je supposais que quelqu'un qui connaît la technique est parti bouger les boutons. Et je préfère que M. Alimas parle. Explique ce qui s'est passé hier au niveau du groupe électrogène, avant-hier. C'était avant-hier. Je suis arrivé au bureau vers 9h30 et j'ai trouvé à l'extérieur mon chef de service chargé d'électricité et son collaborateur chargé de l'exploitation. Avant que je n'entre dans mon bureau, ils m'ont accueilli avec un rapport. Ils étaient debout dehors. Mais ils disent, directeur, il y a une situation grave que nous venons de constater. J'ai dit, de quoi il s'agit? Ils m'ont dit, nous pouvons nous transporter près des groupes électrogènes, des groupes qui alimentent le bâtiment TV. Il y a un groupe de 1000 kVA qui alimente tous les équipements du bâtiment TV, radio et télévision. Et il y a un deuxième groupe qui alimente toute la climatisation. Quand nous sommes approchés de ces 2 groupes, ils m'ont dit qu'ils ont constaté que les serrures des portes, parce que chaque groupe a 2 portes, 2 battants, et comme on en a 2, il y avait 4 portes. Toutes les 4 portes étaient touchées. Et les serrures tournaient en rond. Là où ça ne tournait pas en rond, la clé ne pouvait même pas entrer. Tout de suite, on s'est rendu compte que ça a été forcé. Pour quelle fin? On ne sait pas qui aurait pu faire ça. J'ai demandé qu'on interroge l'électricien qui a fait la permanence la nuit pour savoir qu'est-ce qui s'est passé s'il a intervenu. Mes collaborateurs m'ont dit qu'il y a eu une coupure la nuit autour de 1h du matin. Et quand il y a coupure, l'électricien il va actionner les manettes à l'extérieur. Il n'a pas besoin d'accéder dans le groupe ni ouvrir les portes. Mais le constat a été fait que les portes ont été forcées. Alors, nous nous sommes dit qu'il faudra les sécuriser parce que c'est une situation dangereuse. Si on arrivait à mettre hors service ces groupes-là, c'est qu'on pourra paralyser le fonctionnement de la radio et de la télévision en cas de coupure de l'énergie électrique de la SNEL. Donc, nous avons fait rapidement un état de besoin que nous avons soumis à l'autorité de M. le directeur général. Il a été prompt. Immédiatement, il a signé, il a autorisé qu'on aille voir la caisse pour qu'on puisse débloquer l'argent afin de monter un dispositif extérieur avec des cadenas pour ne pas permettre l'accès à ces engins précieux. Pendant
on s'activait pour aller retirer l'argent à la caisse. J'ai appelé mon collaborateur, le chef de section exploitation, qui a traîné à venir. J'ai insisté, j'ai dit, venez à la caisse pour prendre de l'argent. Mais du coup, j'ai entendu le vrombissement du groupe électrogène. Je me suis demandé, croyant que c'est le courant qui venait de partir. Mais quand il m'a rejoint, il était essoufflé. Il m'a dit, directeur, si je n'ai pas répondu promptement, c'est que nous venons de constater un fait grave. Avant de rentrer à la maison, nous avons fait une dernière ronde de contrôle. Comme nous avons constaté une situation suspecte le matin, nous avons voulu nous assurer si le groupe fonctionnait très bien avant de rentrer à la maison. Ils ont essayé de démarrer, le groupe, tous les deux groupes ont refusé de démarrer. Ils se sont posés des problèmes, ils ont essayé de manigancer de toutes les façons, en changeant même des fusibles, mais les groupes ne réagissaient pas. Mais c'est après qu'ils se sont rendus compte que le bouton d'arrêt d'urgence a été enfoncé. Et on ne touche pas à ces boutons n'importe comment, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. C'est quand il y a un danger, incendie par exemple, une catastrophe, là on appuie le bouton pour que le groupe ne puisse pas démarrer. Mais dans les circonstances présentes, avoir ce bouton enfoncé, c'est que même s'il y a coupure la nuit, le groupe ne pouvait pas démarrer. Donc on aurait eu des vides à l'antenne. J'ai trouvé que c'était une situation grave. J'ai dit, descendons, nous étions au deuxième niveau. J'ai dit, il faut informer les DG immédiatement de cette situation. Nous devons prendre des précautions pour prévenir le pire, parce que ça peut arriver à tout moment et on serait surpris. C'est ainsi que nous avons fait part au DG de l'information. Et il a même appelé la présidente de la délégation syndicale pour l'informer de la situation et prévenir un éventuel danger qui s'y viendrait. Comme il faisait déjà, il était vers 17h, on ne pouvait plus amener un technicien pour venir souder tout ça. Mais c'est hier matin que nous avons pu mettre les dispositifs avec des cadenas. Nous avons mis 8 cadenas pour sécuriser le groupe électrogène. C'est une situation que nous avons constatée, qui nous a inquiétés outre mesure quant à l'interprétation. Mais c'est déjà avait ordonné qu'on puisse mener l'enquête au niveau de la police, et l'enquête a commencé déjà depuis hier et ça continue. Ok. On attend que M. Mayele nous fasse les rapports pour qu'on décide. Ça prend une autre tournure. Ce n'est pas normal. C'était question de revendications salariales. Maintenant, on passe au sabotage. Donc, il y a d'autres choses derrière. Je pense que ça, c'est votre entreprise. Nous passerons. Vous allez rester ici. On ne peut pas accepter, quels que soient les problèmes, qu'on détruise l'RTNC. On ne peut pas. Donc, je vous ai rassemblés, c'est pour que vous soyez tous vigilants. On a suivi la procédure. On a écrit, on a fait la correspondance avec les syndicats qui ont refusé. Les ministres l'ont fait, ils ont refusé. Donc, le lundi, nous serons à l'inspection générale du travail. Je pense que s'il y a un problème entre employeurs et employés, on doit montrer les revendications. Ça fait plus d'1 mois que j'ai les choses en main. La gestion de Ernest Kabila ne me concerne pas. Ça ne peut pas s'expliquer aujourd'hui tout ce qu'ils donnent comme grief et c'est moi qui dois porter. La gestion de Kabila, nous avons l'IGF. C'est l'IGF qui va établir la réalité. La question des salaires, le ministre a envoyé le document au budget. Qu'est-ce qui peut encore expliquer cette grève? Qu'est-ce qui peut encore expliquer qu'on commence à saboter le matériel? Est-il normal? Donc, je vous demande qu'on discute entre nous et qu'on tire des leçons. Et qu'on soit responsable parce qu'on ne joue pas avec la vie d'un pays comme ça. Si les gens étaient mal payés, on comprendrait. Le document est déjà au budget. C'est le ministre qui l'a envoyé. Le président du syndicat était sur place quand on décidait d'envoyer le document. Donc la question de salaire ne s'en tient pas debout. Quant à la question de la mauvaise gestion, l'IGF est là. Je ne pense pas que le syndicat a la capacité de contrôler l'entreprise. L'IGF, c'est son travail. On est en train de contrôler, ça fait 2 mois. Ça fera 2 mois. Attendons les résultats. Celui qui aurait mal géré sera sanctionné. Mais ça ne peut pas justifier une grève. Donc, vous devez prendre conscience, c'est votre entreprise. Et
qu'on joue aux cartes sur table. Et j'ai toujours dit, moi je ne suis pas un politique. Je ne suis pas un politique. Je suis un intellectuel, un juriste comme vous. Mes histoires sont très transparentes. Un autre cas, ce qui me frappe, je suspends toutes les publicités à la télévision. J'écris même. J'ai dit il faudrait qu'on donne des explications. Monsieur Kalonji était absent. C'était... Non, tu étais absent, oui. Tu n'étais pas là. Tu étais malade. Il y a monsieur Flori qui... Katende. J'ai vu des syndicalistes dans mon bureau, me menaçant. Non, tu vas sanctionner les partenaires. Moi, je dis non. Tant qu'il n'y a pas un document, moi, je n'autorise pas. J'ai arrêté les passages de publicité à la télé. Un jour, je vois quelqu'un de Wiener, un avocat, qui voulait aller nous accuser au tribunal. Il est venu me voir, il dit non, est-ce qu'on peut s'arranger? Je lui ai posé la question, monsieur, est-ce que je peux avoir le contrat? Et il me donne un bout de papier. Signé par qui? Par monsieur Flori Katenga. C'est un bout de papier. Et dans ce contrat signé par Flori, c'était $7,000. J'envoie mes services, on vérifie à la caisse. On versait $4,000. Ok. Je pose la question à l'avocat. Qui a droit d'engager l'entreprise? C'est le DG de la direction générale qui est mandaté. J'ai dit, votre contrat n'a pas de valeur. Vous êtes arrangé avec quelqu'un. L'avocat a compris, il m'a dit non, nous allons discuter pour qu'on revoie les prix. J'ai demandé j'ai suspendu M. Katen et Flori. J'ai demandé qu'on mette en place une commission, qu'on l'entende. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu les rapports. Et j'ai demandé au directeur Landou de m'amener les rapports. Je vais les transmettre au conseil d'administration pour sanction. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que les syndicats qui devraient défendre les travailleurs viennent défendre les soi-disant partenaires. La décision que j'avais prise, ce n'est pas pour moi, c'était pour l'entreprise. Comment voulez-vous, depuis que je suis là-bas, une publicité $1,000 par mois, est-il normal? Et ça passe en boucle là. Je dis non, il faut qu'on mette un peu de l'ordre. C'est pas normal, on n'a pas d'argent. Et je vois des syndicalistes qui s'énervent. Je leur ai dit, moi, c'est la rigueur, c'est l'ordre, ce sont des règles. Quand quelqu'un n'est pas en ordre, je n'accepterai pas ça. Et j'ai vu un syndicaliste qui a parlé sur RFI, en donnant des griefs. Je pense qu'on est tous libres, hein, chacun peut parler ce qu'il dit. Mais il faut qu'on soit responsable. Qu'on ne mette pas de l'huile sur le feu. Parce que tout le monde sait ce qui se passe dans cette boîte. Et ce n'est pas normal. Et je vous demande un peu d'avoir le sens de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas accepter que demain qu'on attende que on a cassé en Binza, parce que j'ai entendu des bruits. Il crie partout là-bas. Vous allez voir, on va casser. Ce n'est plus encore une grève. C'est un sabotage. Voilà pourquoi j'ai demandé que je vous parle. Et vous avez la parole. Vous allez vous exprimer librement. Je pense que je me limite par ici et puis je vous donne la parole. Qui n'est pas électricien ne peut pas se hasarder à aller toucher un cyclone électrogène et choisir le bouton prévu pour arrêter le fonctionnement des comptes électrogènes. Il faut constituer une commission d'enquête, voir qui sont à la base de cette tentative de sabotage et sanctionner. C'est la moindre des choses. À vous suivre, vous nous prenez à témoin. Et moi, je considère que cette réunion, c'est une rencontre d'information. Parce qu'il y a des situations que vous, au sommet, vous gérez et des situations qui ne sont pas toujours mises à la disposition de chacun d'entre nous. Et là, nous sommes informés. Mais puisque nous devons travailler à préserver le patrimoine commun qui est notre entreprise, ça suppose que, en faisant l'étude des signes
comme on dit en communication, ça suppose qu'il peut y avoir des fonctionnements et des dysfonctionnements. Ça suppose que c'est une situation qu'il faut continuer à tirer au clair. Et à votre niveau, vous devez continuer à mener des investigations pour voir peut-être que dans le tableau qui se présente à vous, il y a des choses qui vous échappent. Vous vous posez des questions. Vous nous avez fait part de ce questionnement-là. Bon, nous aussi, nous venons de vous écouter. Bon, peut-être qu'en nous laissant chacun dans son champ continuer à travailler, nous allons continuer également à accumuler des éléments d'observation qui peuvent être portés à votre connaissance pour que vous ayez un tableau plus ou moins clair à travers les signaux là que vous êtes en train de transformer en question. Et ensuite, quand vous aurez recueilli les différents éléments qui puissent vous permettre de lire clairement le tableau, vous pouvez peut-être convoquer une réunion générale. Ici, nous sommes vos collaborateurs immédiats. Je comprends que vous ayez pris l'initiative de nous associer en nous informant. Mais l'entreprise, c'est tout le monde. Les saboteurs peuvent ne pas être parmi nous. Ceux qui ne sont pas suffisamment informés de ce que vous venez de dire ne sont pas forcément parmi nous. Parce qu'il y a des choses, nous sommes dans une société, on l'a dit, société de l'information, mais c'est la société en permanence de la désinformation. Alors peut-être qu'une réunion générale avec l'ensemble du personnel pourrait vous permettre de répondre à des préoccupations de tous ordres, de manière à tirer la situation au clair et à rétablir la paix pour que nous puissions continuer le chemin que nous avons entamé ensemble depuis que vous êtes là. Moi, j'ai connu une grève ici, au niveau de cette maison. J'étais encore stagiaire. Et c'est Bolemba ou Bolemba paix à son âme qui était le président de la délégation syndicale. Nous nous sommes réveillés un matin, les aînés se sont rebellés, ils ont fermé la télé et c'était l'ORI au niveau de la télé. Expression simple. Il semblerait que le maréchal s'est réveillé, il a constaté que la télé ne fonctionnait pas. Il appelle Banza Mukala Isungu, et à son âme également, qui était ministre de l'information. Ils sont partis à la présidence. Je peux me tromper, mais les aînés qui étaient là, ils peuvent avoir une idée sur ce que j'ai dit. La solution fut trouvée. Le même jour, nous on a vu des cartons qui venaient de la Banque centrale, entrés à la RTNC, et les ayants droit se sont partagés cette sobitin. Je comprends que la grève, c'est une démarche normale pour tout travailleur qui veut revendiquer, mais je suis contre tout acte de vandalisme. Ce que le directeur de l'intendance vient de décrire, je trouve que c'est vraiment au-delà des simples revendications salariales. Vous aviez dit tout à l'heure que la gestion de l'entreprise sous Ernest Kabila, ça ne vous concerne pas parce que vous n'étiez pas associé. Mais c'est le passif. C'est ce passif justement qui vous a rattrapé pour que vous puissiez constituer une commission pour voir au clair le listing des agents et cadres de l'RTNC avant d'être envoyés à la banque. Vous avez eu la présence d'esprit de constituer une commission pour ce faire avant même l'arrivée de l'IGF. Parce que l'IGF continue encore à travailler. Mais que dit cette commission? Parce que nous, en tant que responsables, on a du mal à expliquer aux travailleurs la situation réelle de l'entreprise. Il y a disparité au niveau du barème salarial. Il y a même certains agents qui toucheraient le salaire d'un sous-directeur. Il y a même certaines personnes de l'extérieur qui sont venues, grade de recrutement, directeur, sous-directeur. Il y a même des membres de famille de certains responsables, dont nous taisons les noms, mais qui sont connus, qui ont fait engager, qui un frère, qui un cousin, qui une nièce, qui une cousine.
sans mode de recrutement, sans concours ni quoi. L'entreprise est pleine. Combien le budget, l'État débloque par mois pour la paye des agents et cadres de la RTNC? Et qu'en est-il de cette fameuse prime qui a pris une destination inconnue? Nous, en tant que responsables, sincèrement, j'espère que les aînés qui m'écoutent, ils auront certainement à renchérir ce que j'ai dit. Cette fameuse prime destinée aux agents et cadres de la RTNC et qui serait destinée à payer les responsables que vous êtes. On parle du conseil d'administration, on parle du comité de gestion et même certains agents qui sont au 3e niveau, au 2e niveau, qui bénéficient de ça au sacrifice des principaux bénéficiaires. Qu'en est-il au juste, monsieur le DG? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous direz un peu situer la situation. Généralement, on amène au DG des listings qui sont travaillés au niveau des DRH. C'est pour que je signe, que ça aille au budget. Comme je ne connaissais pas, j'ai demandé, c'est comme ça que j'ai mis en place la commission, pour qu'on puisse m'éclairer. Et dès qu'on a terminé les rapports, on a remis une copie au syndicat. Tout le monde était au conseil d'administration, chacun a une copie. Je pense que le travail du syndicat, c'était venir vous expliquer. Parce que dans ce qui s'est passé, il y a des choses que moi je n'avais jamais vues, que j'ai vues. Et j'ai demandé que ça soit sur la place publique. Que ce soit très très clair. C'était pour éviter des rumeurs. Nous sommes dans une entreprise médiatique. Les rapports existent bel et bien. Ça a été remis au syndicat qui défendent les travailleurs. Donc, si vous voulez avoir des informations, les syndicats ont les rapports. Les rapports se trouvent aussi chez les PCA. Et moi aussi, j'ai une copie. Donc, quand la question de la prime, il y a des choses très, très techniques. Moi-même, je ne sais pas comment ça se passe. Ça serait mieux. Peut-être que ceux qui font les salaires vous expliquent. Ce serait mieux, parce que moi, je ne peux pas expliquer. Je ne connais rien. Ce serait mieux de faire, c'est... Je peux permettre à M. Kaniki, c'est lui qui vous explique. Hein, et je préfère qu'on soit tous responsables. La grille barémique de la RTNC signée en 2018 prévoit une enveloppe annuelle de 49 milliards. 49 milliards pour le personnel de la RTNC. Et cette grille barémique des francs congolais, 49 milliards de francs congolais. Je suis en train de m'expliquer, je crois qu'il faut... C'est 49 milliards l'année. Et vous prenez 49, vous divisez par 12, vous avez l'enveloppe mensuelle. L'enveloppe mensuelle, c'est 2 milliards 305 millions de francs congolais. Il y a quelques mois, je crois, à partir de 4 ou 5, il y a eu des rumeurs qui ont couru qu'on détourne. Il y a une affaire de 11 milliards qui avait été détournée. On a détourné 11 milliards de l'enveloppe salariale de la RTNC. D'abord, je signale que sur les 49 milliards, jusque-là, l'État nous a donné 39 milliards que nous consommons. 39 milliards. C'est pourquoi on demande le solde. Il faut que nous atteignions les 49 milliards. On n'a pas encore atteint les 49 milliards, nous sommes à 39 milliards. Des rumeurs ont couru qu'on a détourné 11 milliards. Ça dit que c'est le salaire de 3 mois pratiquement. 11 milliards qu'on a détournés. Une commission a été mise en place. Nous avons été indexés comme étant les auteurs de ces détournements de 12 milliards de francs congolais. La commission a travaillé. Il a été constaté qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds. D'ailleurs, nous étions en dépassement de l'enveloppe salariale. L'enveloppe, parce que nous avons fait une estimation, une enveloppe qui était à 2 milliards 300 quelques millions. On arrivait, nous avons travaillé sur 3 périodes. Nous avons d'abord travaillé sur le premier trimestre, c'est-à-dire le deuxième trimestre, avril, mai, juin. Lorsque le chef, on lui a fait des rapports, il a estimé qu'il fallait travailler sur les autres trimestres, c'est-à-dire travailler sur le premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars, et travailler sur le troisième trimestre, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Alors qu'on n'avait pas, il avait envoyé dépêcher quelqu'un pour aller récupérer les listings.
Parce que nous avons été indexés, on n'a pas été autorisé d'aller récupérer les listings. C'est une autre personne qui est allée récupérer les listings, il a ramené. Nous avons travaillé et pendant les 3 semestres, nous avons constaté des dépassements de l'enveloppe budgétaire. S'il y avait détournement des fonds, cette enveloppe devait être en deçà. Maintenant, on a vu un problème. Si j'avais la grille barémique, j'allais vous expliquer. Chaque agent, chaque catégorie d'agent a un salaire de base, ce qu'on appelle les bases. Il a une prime, il a les transports, les logements. Et l'ensemble de ces rubriques-là, à la fin, quand vous allez à la banque, il y a d'abord un salaire, ce qu'on appelle les salaires de base de l'ensemble de ces montants. Et puis il y a les nets à payer que vous touchez au niveau de la banque. Si j'avais les barèmes, j'allais vraiment vous expliquer étape par étape. Et lorsqu'on nous paye là, nous devons retenir que nous touchons une prime. Nous touchons une prime, nous touchons les logements, nous touchons les transports, nous touchons notre salaire de base. Mais ces montants-là, jusqu'au-là, nous attendons que l'État complète les 9 milliards qui restent pour que nous atteignions les 49 milliards. Ah, 10 milliards 40. Je n'ai pas de 49 milliards parce que je n'ai pas mis des... C'est 39 milliards et quelques, hein. Moi, je n'ai pas de 9 milliards. 10 milliards, ça fait 5 milliards. Tout à fait. Donc, jusqu'au-là, la grille barémique, lorsque les DG, les défunts, sont tombés malades, une commission, il y a eu des informations au niveau de la direction qui sont venues du syndicat, disant qu'on avait prévu ajouter une enveloppe salariale à l'ACP ORENA. Et c'est ce qu'on appelle les quitus, c'est-à-dire la direction de la paie avait établi un document qu'elle a transmis au ministre du Budget pour que ces derniers puissent allouer une enveloppe à l'ACP ORENA. Pourquoi? Parce que l'ACP ORENA, l'année passée, en 2020, la loi des finances avait prévu une augmentation pour nous, l'ACP ORENA. Nous avons fait les forces, nous avons eu notre enveloppe au mois d'avril. C'est comme ça qu'au mois d'avril, il y a eu augmentation de l'enveloppe. Mais l'ACP ORENA n'avait pas eu. Parce qu'ils étaient programmés, en réalité, nous étions programmés pour le 4e trimestre de la programmation. Nous étions programmés pour le 4e trimestre, mais le DG a fait de son effort que nous ayons cette enveloppe-là au mois d'avril. Mais l'ACP ORENA qui ont attendu le mois d'octobre, ils n'ont pas cette enveloppe-là. Et leur enveloppe, les crédits qui étaient prévus dans les finances, étaient tombés en annulation. Mais lorsqu'ils avaient leur enveloppe-là, ils s'étaient fait signer une grille barémique. Ils s'étaient fait signer une grille barémique. Et cette grille barémique devait être appliquée au mois d'octobre. Mais comme il n'y avait plus de fonds, on avait dit qu'il y avait le Covid, tout ça, ils n'ont pas pu bénéficier de ça. C'est comme ça qu'ils sont passés dans les médias et finalement, la direction de la paie a sollicité auprès du ministre du Budget qu'on leur alloue une enveloppe. Et les quitus étaient au ministère du Budget, c'était au ministère du Budget. Nous sommes tombés sur le document que les syndicats nous ont amené. J'ai appelé les délégués syndicaux, ils sont venus chez moi. Je leur ai dit, l'effort que vous devez faire pour le moment, c'est d'aller chez le ministre du Budget, contacter le DG, contacter les ministres, pour que ces derniers puissent faire pression sur le ministre du Budget qui avait les quitus avec lui, afin que l'on puisse intégrer la RTNC. Parce que dans la demande que la direction de la paix avait faite, elle avait souhaité que les ACP et les RENA soient payés au même standard que la RTNC. Et nous avons dit, nous-mêmes, nous n'avons pas encore la totalité de notre salaire. Si on leur demande qu'ils soient payés à notre grille barémique, c'est nous qui serons en retard. C'est comme ça qu'il fallait fournir un effort pour faire pression pour que le ministre du Budget, lorsqu'il allait retourner les quitus à la direction de la paix, qu'on puisse ajouter la RTNC, afin que nous ayons la totalité de notre grille barémique. Chose qui n'a pas été faite. Les syndicalistes sont allés au ministère, ils sont revenus avec l'idée, on leur a dit qu'il faut élaborer une nouvelle grille barémique. Nous avons été en commission, nous avons élaboré la grille barémique. La grille barémique a été déposée au conseil d'administration. Le conseil d'administration l'a adoptée. A adopté la grille barémique qui a été envoyée au ministère. Il y a 2 semaines que nous sommes allés au ministère pour les prévisions budgétaires. Les prévisions budgétaires 2022. J'ai été dans l'équipe, nous sommes allés. Arrivés sur place, nous avons posé les problèmes sur le plan de la rémunération. Il dit, mais on fait les prévisions, nous avons fait les prévisions sur la grille barémique qui a été approuvée par les conseils, qui prévoyait un montant là pour les directeurs. Un peu élevé. Mais arrivé là-bas, nous disons, mais pour que nous défendions ces prévisions, il faut que nous ayons la grille barémique signée. Si nous n'avons pas cette grille barémique, nous n'allons pas assurer la défense. Les problèmes ont été posés là-bas. Nous étions là au ministère. Ils ont dit non, nous allons vérifier, on va vérifier. Nous avons dit, bon, c'est bien, vérifier, mais s'il n'y a pas une grille barémique signée, on ne saura pas. Parce que la conférence budgétaire a déjà commencé.
Les budgets sont défendus par chaque entité. Vous allez défendre votre budget. Quand vous allez défendre, on va vous demander la grille barémique. Sur base de quoi vous réclamez ça? C'est comme ça qu'il avait été demandé qu'on puisse signer cette grille barémique pour nous permettre d'aller assurer la défense au niveau de la conférence budgétaire. Maintenant, les problèmes de 11 milliards ou les 9 milliards qui sont restés, les problèmes qui sont restés, jusque-là, l'État n'a pas encore alloué les soldes. C'est-à-dire le solde, d'abord, c'est pour que nous atteignions notre barème, les barèmes actuels qui est appliqué, qui n'est pas payé totalement. Et si l'État aujourd'hui décide d'accorder à la RTNC le solde là, nous finissons les problèmes de la grille qui est restée en suspens. Mais notre grille-là, pour être valable, elle doit être signée conjointement par notre ministre de la Communication et des Médias, ainsi que les ministres du Budget. Les ministres de la Communication peuvent signer, mais si les ministres du Budget ne signent pas, ça ne pourra pas prendre produit d'effet. C'est comme ça qu'il avait été exigé là-bas, à la conférence budgétaire, qu'on puisse nous donner, à la réunion préparatoire au ministère, qu'on puisse nous donner ces grilles barémiques signées. Parce que c'est l'unique instrument que nous pouvons produire à la conférence budgétaire. Les gens qui ont déjà préparé à des conférences budgétaires, on leur demande quels sont les documents de base sur base desquels vous avez fait vos prévisions. Il n'y a pas d'écrit barémique, je crois, je ne sais pas si c'est la raison, je crois que dans les revendications des syndicalistes, ils ont des réclames, je crois des points 1 ou 2, ils réclament le solde. Ils réclament la signature de la grille barémique, et puis ils réclament le solde. Le solde, c'est ce qui a été passé. Maintenant, nous venons à la prime des préparations, liquidation, paie. Je vous ai dit que chaque catégorie d'achat a son salaire, a son transport, a sa prime et tout ça. Et si j'avais la grille comme je regrette, il y a d'abord le salaire des agents, selon les catégories, avec les montants, tout ça. Il y a une autre ligne budgétaire, ceux qui ont été aux finances, les DTN3, Manzour, il y a une autre ligne, on a écrit prime préparation et liquidation paye. Et cette prime-là n'a rien à voir avec la prime accordée à chaque catégorie d'achat. C'est une ligne à part, prime commission préparation et liquidation paye, et puis prime commission mixte. Ces primes-là sont prévues dans notre grille barémique, signées par les ministres de la Communication et des Médias, ainsi que les ministres du Budget. La prime de préparation et liquidation paie, c'est une prime qui est payée aux personnels qui font les opérations de la paie. Je crois qu'il y a les directeurs des ressources, les anciens directeurs des ressources humaines qui sont ici. Nous avons été avec à la réunion du conseil d'administration, ils l'ont confirmé. Et cette prime-là, ce sont les membres du conseil d'administration. Il y a les présidents, il y a les DG, il y a les DGA, il y a les directeurs des ressources humaines, il y a les personnels des ressources humaines. Il y a les gens de la direction de la paix, parce qu'il y a ce qu'on appelle la commission mixte, qui est prévue dans ces grilles barémiques. Si nous prenons cet argent, nous, la RTNC, il y a déjà eu des problèmes pour ça. Les DG, au départ aussi, se posaient. Si nous prenons cet argent, nous désaffectons ça, nous commettons un détournement. Nous commettons un détournement. C'est comme ça que ces primes-là existent comme telles. Les directeurs caniques, moi qui ai été vilipendé, je n'ai même pas un franc de plus sur mon salaire. À part la prime-là, j'ai mon salaire de sous-directeur. Les listings sont là. Je vais produire les listings. Parce que je parle sur base des documents. Je dois m'exprimer parce que c'est moi qui ai été vilipendé. Je suis le sous-directeur du personnel, mais c'est moi qui ai été vilipendé de voler de 12 milliards. 12 milliards de francs congolais. Nous avons travaillé, les DG qui est la prison. Il avait même contesté le premier travail qui a été fait. Il est là. Nous avons travaillé avec lui. Nous avons travaillé avec lui. Les listes des pays, les listings des pays, ils sont là. Allez chez les gens de l'IGF. Nous avons produit tous les listings des pays de la Pérou qu'ils ont demandé. Tous les listings des pays. On dit qu'il y aurait, semble-t-il qu'il y aurait des doubles listes. J'ai été entendu, je crois, 2 fois par les gens de l'IGF. Je leur ai demandé, allez à la banque, allez à la direction de la paix, allez chez l'ordonnateur délégué du gouvernement. C'est l'OD qui envoie les listings au niveau des banques et on nous donne une copie. Allez vérifier là-bas. Si on va constater qu'il y a 2 ou des listings parallèles, ou il n'y en a pas. Les listings sont là. Tout le monde a vu. Vous verrez les salaires que moi, ainsi que les autres membres du personnel bénéficient. Si à part le salaire là et la prime là, si on a autre chose. Parce qu'on a parlé, les réseaux sociaux, on a publié des montants, des sommes faramineuses. Mais la réalité... Donne l'information. Tout à fait. La réalité... Pas te défendre. La réalité, c'est celle-là. Je crois que l'IGF est en train de travailler. Il y a un premier travail qui a été fait. L'IGF est en train de travailler. Je crois que nous allons, d'ici là, ils vont terminer les travaux et nous aurons la conclusion. Si oui ou non, nous avons détourné les 11 milliards. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'on attendait un solde sur le salaire, avec espoir que l'on puisse augmenter ce salaire.
Mais il se fait malheureusement ici chez nous, il y a une maladie qui voudrait qu'à chaque fois qu'on veut monter d'un palier à un autre, on recrute des gens, on engage des gens. Et il y a même des gens qui sont engagés avec un salaire de 3 mois sans avoir travaillé. Cet argent, on prend ça sur quel lit? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, vous l'engagez, il a 3 mois. Donc c'est comme un bon samaritain qui est en... Alors, je suis en train de me demander, est-ce que le solde de 9 milliards ou 11 milliards qu'il est en train d'évoquer ne va plus subir le même sort? Parce que le salaire ne peut pas s'augmenter ici chez nous. Une précision. Hier, le ministre nous a confirmé qu'il a transmis les listings qui étaient restés au budget. Ce que le ministre m'a dit, on était avec le PCA. C'était transmis. Mais le reste, on ne sait pas. Concernant les personnes, moi je suis très étonné. Nous avons 3200 travailleurs. 3200. Selon les rapports à préparer. C'est les 3200 qui chassent ça, c'est 2100. Mais quand je vois ici, sur les sites, on n'a même pas 1500 personnes. Je me pose une question, comment il y a beaucoup de gens comme ça? Donc, ce que moi j'ai dit, comme l'IGF est là, va faire son travail. De l'autre côté, on va faire un contrôle physique pour qu'on sache qui est là et qui ne l'est pas. C'est comme ça que j'avais demandé l'état des lieux, que chaque directeur me dise il a combien déjà dans sa direction. C'est arrivé chez moi, déjà commencé chez lui. C'est la plus grande direction de... Ouais. Mais ça peut prendre combien d'agents? 121 personnes. 121 personnes. Donc je vais passer direction par direction pour savoir on est combien. On saura ce qui va se passer. Ok, allez-y. Moi je pense que c'est l'information qui n'a pas été donnée à tout le monde. Et ce genre de réunion, si vous l'avez fait 2 semaines avant, vous n'avez pas arrivé à cette situation. De deux, monsieur le DG, sur la fameuse prime là. Parce que nous avons lu les réseaux sociaux. Mais il y a des agents de budget. Est-ce qu'eux aussi sont de la RTNC pour prendre cette prime-là? Et la prime, c'est bien, je vous félicite pour ne pas avoir signé la liste. Il faut ne signe pas, il faut d'abord comprendre pourquoi cette liste-là. Pourquoi les gens doivent avoir 3 millions, 2 millions de primes, alors que dans la grille barymique, il y a déjà une prime qui est là-bas. Donc c'est qu'il y a 2 primes. Ça, c'est pas un détournement, ça. C'est aussi un détournement. Donc moi je pense, quand vous avez instruit une commission pour enquêter, ne signez pas cette liste-là, monsieur le DG, avant que vous ayez la conclusion de cette commission. Merci. L'IGF est là. Donc ils sont en train de travailler. C'est à ce niveau-là, ce n'est pas notre niveau. Nous, on ne peut rien faire. C'est au niveau de l'IGF qu'on va voir est-ce qu'il y a eu, on a respecté les règles ou pas. Si ce n'est pas respecté, il y aura des sanctions. Un moment. Les syndicats. Quand j'ai convoqué la réunion, donc la commission, il y avait un syndicaliste à l'intérieur. C'était pour qu'ils puissent transmettre les messages à tous les syndicalistes. Que les syndicalistes parlent aussi aux agents. Et quand le rapport a été fait, ils sont partis au conseil d'administration. On a fait des photocopies, on a donné à tout le monde. Même aux syndicalistes. Ils devraient normalement expliquer à la base. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'information n'a pas circulé. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on se parle. Pour enlever les rumeurs. Et ce n'est pas bon. Donc l'IGF est là. Attendez voir ce qu'il va donner comme résultat. Ce sont les spécialistes. De votre part, excusez-moi monsieur, avec tout le respect, monsieur le directeur général, de votre part, de dire que vous n'avez pas été associé à la gestion pendant les 2 ans que vous avez passé à côté du directeur général de FAN. Et que si vous alliez ailleurs, auprès des autres responsables, autorités, que vous disiez cette parole-là, on risque de ne pas vous prendre au sérieux, excusez-moi, monsieur le DG. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que j'estime que le problème de l'entreprise, même si l'IGF est là, nous acceptons que l'IGF soit là, mais le problème de l'entreprise ne peut être traité sans l'IGF, puisque ce sont des problèmes que nous connaissons.
Ce sont des problèmes, ce n'est pas l'IGF qui vient nous apprendre le problème qui se passe dans cette entreprise. Nous connaissons exactement le problème qui se pose au sein de l'entreprise. Laissez-moi entrer maintenant dans le vif du sujet. Notre ami, le directeur Kani, qui est intervenu tout à l'heure là pour parler du problème de la prime. Certes, moi-même je parle en tant que directeur en charge de la coopération, mais DRH honoraire. En quittant la direction des ressources humaines, il y avait une grille barémique de primes pour les gens. Les directeurs, chefs de service que vous voyez ici présents, ils avaient une prime de 100 000 francs qu'on a enlevé, on a supprimé comme ça, sans communication, en 2019. Juste avant l'adoption de la grille dont il fait allusion. Moi-même, j'étais DRH. Donc, à cette époque-là, je peux vous dire, j'ai touché 180 000 francs. Mais alors, comment on prive les gens des primes comme ça, des responsables qui sont responsables des services, et aujourd'hui, on retrouve des agents qui ont des millions, et ainsi de suite. C'est frustrant. C'est vraiment frustrant pour des responsables que nous sommes ici. Donc, ce n'est pas qu'en tant qu'un ancien DRH, je ne peux pas refuser la prime de paye. Mais cette prime-là doit être quand même assez modeste. Comment on peut quitter... Moi-même, j'étais donné à ces gens-là les 100 000 francs à peu près. Mais aujourd'hui, comment on peut avoir 4 000? Moi, les DRH, j'avais 180 000. Aujourd'hui, on donne aux gens 4 800 000, quelque chose de comme ça, plus ou moins 5 millions. Évidemment, si les chiffres se confirment. Donc, j'estime que c'est assez frustrant. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons être... J'ai dit ça à mon jeune frère, le directeur Kaniki, ce n'est pas bien. Hein, ce n'est pas bien, c'est frustrant. Et que s'il y a moyen même, dans cet argent-là, de remettre aux directeurs les 100 000 qu'ils avaient, ce sont des responsables, des directeurs chefs de service, ce sont des responsables. Et aussi, monsieur le directeur général, tous ces problèmes-là qu'on a évoqués, je l'ai dit ici, permettez-moi, je ne me répète pas pour ne pas me répéter, ce sont des problèmes qui sont connus. Nous, nous attendrons, je pense que tout en étant responsables, nous n'attendrons pas l'IGF seulement pour commenter ou pour parler des problèmes de l'entreprise. Ce sont des problèmes, certains d'entre ces problèmes-là sont des problèmes réels, hein, que nous connaissons, qui existent. Et je crois que ça serait difficile de dire, enfin, pas facile de dire que nous attendons l'IGF alors qu'il y a des choses aussi, des éléments aussi probants qui existent, que nous connaissons, pour lesquels nous pouvons déjà émettre des points de vue. Nous sommes en train de chercher des solutions également pour essayer de corriger les choses. Puisque tel que ça se déroule, il y a des situations qui ne sont pas normales. Ok. Vous dites que si ce que j'ai dit, je n'étais pas associé à la gestion, on ne me prendrait pas au sérieux. Je pense que ceux qui sont dans cette entreprise savent ce qui s'est passé pendant le temps que Ernest était vivant. Il y a eu un débat au conseil d'administration au mois de janvier 2021. Je me suis plaint. Il y a des rapports devant le PCA. J'ai dit, je ne connais pas ce qui est dans la caisse. Je ne connais rien du tout. Le PCA, le rapport est là, ce n'est pas l'oralité. Hein. Le rapport est là. Le PCA, le conseil d'administration, a interpellé Ernest. Il dit, mais lui, il est DGA. Quand il voyage, il doit savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce qu'il y a des fois, lui, il part, il reste faire une semaine ou bien 4 jours. Et généralement, quand je reste, je découvre les histoires. Moi, je ne connaissais pas. Donc, le PCA a demandé à ce qu'on coopère. Et vous avez vu, ça fait 4 mois, pour ceux qui connaissent comment on décidait pour les dépenses. D'abord, on a mis l'ordre aux finances. J'ai demandé au DG de ne plus signer des documents s'il n'y a pas l'argent à la caisse. J'ai demandé au DG d'écrire au directeur financier de remettre tous les documents qui restaient là-bas. Si vous partez au directeur finance, il n'y a aucun document. Tous les documents sont dans le bureau du DG. C'est encore fermé. Quand on va les récupérer. Et chaque fois, quand on discutait avec le conseil d'administration, dans l'imaginaire du DG, c'était que moi, je suis un assistant. Il avait parti, c'est prévu dans les statuts, que les DGA assistent les DG. C'est écrit. Donc, je ne suis pas là pour faire plaisir ou bien me justifier. Je vous donne les faits.
qu'on peut vérifier. Ce ne sont pas des rumeurs que les gens racontent. Il y a des écrits. Concernant la prime de l'IGF, les choses sont passées au budget. Nous sommes dans une entreprise de l'État. Normalement, dans cette entreprise, on devrait avoir des commissaires aux comptes. Il n'y en a pas. Qui devraient corriger quand il y avait des erreurs. Ils sont là, ils sont même payés à cette prime. Je vous dis que moi, je n'ai jamais rencontré ces... Oui. Les primes, je les ai couvertes quand j'ai vu les listings. Je ne savais pas. Pour la première fois, celui qui parle, pour la première fois, on m'a mené les listings. C'est comme ça que j'ai mis en place une commission pour que je comprenne comment les choses fonctionnent. Je n'étais pas au courant. Donc dire que je porte la responsabilité, on laissera, c'est la justice, c'est un bien public, hein. Ce n'est pas un bien privé. On mettra de l'ordre quand on va voir ce qui va se passer avec l'IGF, quand il y aura les rapports. Concernant la prime, je pense que les problèmes se situent au niveau du budget. Parce que moi-même, je n'ai pas compris comment, sur nos listings, qu'il y ait les noms des gens du budget qui touchent l'argent. Moi, je n'ai pas compris. Voilà pourquoi j'avais insisté. J'avais insisté de mettre tout sur la place publique. Pour qu'il y ait un débat. Que ce soit très transparent. Je ne sais pas si on se rend compte. Cette entreprise n'était pas gérée comme une entreprise. C'était une ligable, une boutique. Je voudrais qu'on revienne aux normes. C'est pour votre bien. L'IGF ne vient pas seulement pour contrôler, c'est pour aussi montrer comment il faut gérer. On remet les gens en règle. On ne va pas dépenser comme on veut. Donc, il ne faut pas seulement voir l'aspect négatif de l'IGF, il faut aussi voir l'aspect positif. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de comptabilité ici. J'en parle toujours. J'achète des machines. Je dis au DG, ce n'est pas normal. Il n'y a pas de comptabilité. On fait comment? On dit on doit acheter une machine, 3 machines pour installer les logiciels. On engage quelqu'un. Les gens acceptent. Les gars reviennent. Je dis, forme les gens. On commence à former les gens. Et je dis, avant que les gens commencent à toucher donc, la machine, on va passer un examen pour prendre les meilleurs. Tout le monde a fui. Mais je vous dis. Donc quand vous venez là-bas, c'est encore à la main. Ça, c'est pas une comptabilité quand même. Donc, comment voulez-vous que ça puisse marcher, que ça soit très clair? Il y a des documents là-bas, on n'a même pas d'archives. Donc il n'y avait que l'IGF qui devrait faire un travail par rapport au principe de gestion publique qui peut mettre de l'ordre. Et on sera obligé à la fin qu'on engage des comptables, il n'y en a pas. Donc qu'on ne prenne pas les choses à la légère. C'est très sérieux. C'est votre entreprise, nous passerons. C'est vous qui restez ici. N'entrez pas dans les sentiments. Il faudrait qu'on mette de l'ordre. Ce que j'ai vécu ici. Les publicités disparaissent. Il y a beaucoup de choses ici. Hein. Tout le monde connaît. Et chaque fois, on discutait avec les DG, avec les personnes. Chaque fois, quand j'ai resté pour le contrôle, un jour, notre ami là, l'auditeur, je vais voir les DG. Je dis, mais il y a un problème d'histoire de soins médicaux et quoi encore ici, les carburants. Je demande, les DG, je lui ai écrit, hein, j'ai écrit au DG. Le DG met des annotations, je l'appelle, lui. Je lui dis, viens, prends ce document, allez faire le contrôle aux finances. Il résiste, il est là. Il va me dire, ah, ça, ce sont vos problèmes. Je pars chez les DG, je l'appelle, sois là-bas. Raconte ce que tu as raconté. Comment expliquer que moi, je demande qu'on ait fait un contrôle, les auditeurs refusent. Mais il y a un problème. Les lettres sont là, ce ne sont pas des choses qu'on raconte au hasard. Et chaque fois, quand j'ai resté travailler, j'avais toujours des problèmes parce que ce n'était pas très clair. Donc, ne voyez pas l'IGF d'un mauvais côté. C'est pour votre bien. Et profitez de cette occasion pour que cette entreprise revienne une entreprise normale. Je pense que beaucoup de gens savent ici, au niveau des soins médicaux, ce qui s'est passé. Mais il y avait les murs de lamentation là-bas. Qui ne connaît pas? Hein? Pour avoir des soins médicaux, ce n'était pas facile. Donc il ne faudrait pas qu'on entre dans les sentiments. Je vous ai appelé parce que vous êtes des responsables.
qu'on mette carte sur table et qu'on en discute. Et qu'on réforme l'entreprise. Ça ne sert à rien de résister au changement. Il y a trop d'intérêts ici, les gens qui étaient mal habitués à se remplir les poches. Et ça doit s'arrêter. Trop d'intérêt personnel. Et c'est pour votre bien. Lors de votre dernière réunion avec le cadre que nous sommes, je vous avais félicité et je vous ai encouragé. En vous disant, monsieur le DG, lorsque vous détectez les inepties, les gaffes à différents endroits, il faut les corriger. C'est bien d'en parler, mais il faut les corriger. Je parle en tant qu'ancien directeur des ressources humaines. À propos de cette fameuse prime, je l'avais dit même au conseil d'administration, c'est légal, c'est régulier. Parce que ça figure sur le tableau barémique qui est signé par notre ministre et le ministre du Budget. Mais là où le bas blesse, c'est quoi, monsieur le DG? C'est la répartition. Et qui en sont les bénéficiaires? Quels sont les critères? Ça laisse à désirer, monsieur le DG. Vous avez vu ces listings qui s'est passé entre vos mains. Tout le monde a lu ça. J'ai parlé à l'attention des mandataires que moi j'ai eu des amis pour la première fois. C'est parce que j'ai dit aux mandataires que vous n'avez pas droit à cette prime. Parce que ce n'est pas budgétaire. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, monsieur le DG? Les mandataires, je suis dire en bon ordre, même les administrateurs passifs, ils touchent cette prime mensuellement, monsieur le DG. C'est anormal. En plus de cela, les agents qui ne sont pas attitrés à toucher, parce que c'est une prime réservée aux gens qui s'occupent de la paie. Et même les gens du budget, ça peut se justifier parce qu'il y a une commission mixte et ça figure sur une rubrique du tableau barémique. C'est normal, peut-être qu'on n'arriverait pas à leur extraire cette prime. Mais chez nous, qui décide de la distribution de cette prime? La proposition est faite par la direction des ressources humaines et c'est le DG qui sanctionne, qui dit oui, tel a droit, tel n'a pas droit, et même la quantité, la grandeur. Il faut décider. C'est scandaleux, monsieur le DG. Une prime de 4 millions donnée à un agent ou à un sous-directeur. Est-ce que c'est normal, monsieur? Là où le directeur n'a pas 2 millions, on donne à un sous-directeur ou à un agent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On donne à un agent 4 millions. C'est scandaleux, c'est révoltant, c'est frustrant, monsieur le DG. Voilà ce qu'il faut corriger. À mon avis, il fallait même suspendre l'attribution de cette prime, revoir sa clé de répartition et voir qui est attitré à la toucher et qui n'est pas attitré à la toucher. En commençant par les mandataires, ils n'ont pas droit à cette prime. Je crois que le PCA l'a reconnu. C'est un ancien de budget. C'est scandaleux. Qui a décidé pour que ça puisse être fait? Maintenant, vous êtes aux commandes. Moi, je consens que vous n'avez pas été associé étroitement à la gestion. Je le reconnais, je sais. Mais maintenant que vous avez les rênes, monsieur le DG, corrigez là où il y a des failles, corrigez là où il y a le mal pour ne pas alimenter les conflits, les frustrations. Qui savait déjà toucher des primes ici? C'est quand on a donné, j'ai autorisé. J'ai dit, mais ouvrez maintenant qu'on voit tout ça. Parce que tout le monde est au courant. On ne les fait pas pour... on doit corriger. Ce qui est normal. Oui, on va les corriger. Maintenant, la correction doit se faire parce que, j'ai dit, les syndicalistes posent problème. Il faudrait que les syndicalistes soient responsables. Signifie quoi? Il y a une situation qui ne va pas. Vous venez parler ouvertement. D'abord, c'est informer la base. Il y a telle situation. Et puis, vous engagez les négociations avec les patrons. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut qu'on soit très clair. Les débats que nous faisons ici, c'est pour que les choses marchent pour votre entreprise. On ne les fait pas pour détruire. Ces gens qui sont là, ils s'attendaient à un changement au mois de juillet, au mois d'août. Hélas, brusquement, c'est les mêmes salaires. En sortant d'ici, sont-ils rassurés qu'ils auront un peu plus ou bien c'est les mêmes salaires? Parce qu'ils en parlent, ils savent comme ils sont là. Et entre-temps, les gens qui percevaient des enveloppes, ils continuent même à menacer les gens. C'est pas normal. C'est une entreprise de l'État. C'est pas l'entreprise de quelqu'un qui vient qui dit sous la... Il ne faut pas rire. Et est-ce qu'ils continuent à toucher ou pas? Il faut que ces gens-là les sachent. C'est les DG. Vous avez hérité d'une situation dont les racines ont été, en tout cas, dangereuses depuis longtemps. Et quand les gens réclament, il faut entendre ce qu'ils disent. Monsieur le DG, je vous encourage. Je voudrais terminer par là, saluer d'abord votre courage. Il y a un bordel indescriptible dans la maison. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui a un grade trop bas, qui touche plus qu'un directeur. Et on a senti à un certain moment, un directeur qui donne des instructions, ils sont prêts de faire n'importe quoi.
Tout ça, il faut remettre en ordre. Et je termine par là, un exemple. Le plus parfait du monde, c'est la Gécamine. Quand on donne l'ordre, il faut que les gens sachent que je dois faire ceci, il y a ça, il y a cela. Mais il y a beaucoup de dessous des cartes. Je vous encourage à ce que les choses changent. Oui, vous avez vu, quand on a eu la première réunion, j'ai demandé à ce que chaque directeur devienne responsable. Moi, je ne travaille pas avec des individus. En cas de problème, c'est le directeur. Quand il y a un problème, on sanctionne le directeur. Je ne veux pas aller demander un compte à un agent. Ça n'a pas de sens. Et j'en ai parlé avec M. Alimas. Chaque fois, je dis, quand il y a des problèmes, viens me voir. Dès qu'on a décidé, c'est fini. Et chez lui, là, il y avait, chaque jour, on sortait plus d'1 million de francs pour les carburants. Plus d'1 million. Je dis au DG, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, on coupe le courant. DG a des relations avec les DG de SNEL. Il l'appelle. Ici, chez nous, ici, des complices. Voilà. Des complices, hein? Chaque jour, 1 million. Dès que le DG a vu ça, la RTNC a signé des accords avec Sona Hydro. Aujourd'hui, on a les carburants presque chaque mois. Et les millions qui disparaissaient, c'était fini. Un autre élément. Quelqu'un qui est venu ici, qui vient de Lodja, sa femme a un cancer. On sort $1200. Je dis, mais non, pour aller se faire soigner. Je dis, monsieur, qu'est-ce que je fais? Je demande au DG, je dis, ok, ne donne pas l'argent. On va donner $500, on met le service, on va payer nous-mêmes. On part, fausse facture. Donc il y a des choses, il faudrait, c'est votre boîte. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir que vous mourrez ici pour enterrer quelqu'un. Un problème. Est-il normal? Pas du tout. Donc il faut qu'il y ait de l'ordre dans cette entreprise. C'est pour votre bien. Il faut voir les choses autrement. Ceux qui ont des intérêts doivent savoir que c'est un bien public. Ça n'appartient ni au DGI, ni au personnel. C'est pour l'État. Donc il faudrait préserver, garder précisément ces biens, que de penser à saboter, comme on est en train de faire ça, en voulant mettre du feu à la maison. On ne sera pas tous gagnants. Oui, madame. Oui, merci, monsieur le DGI. Je ne vais pas revenir sur d'autres détails que vous avez déjà avancés, mais par rapport au nombre, vous dites qu'il y a pléthore. Il y a à Kinshasa plus de 2100 agents. Vous avez, quand vous êtes arrivé avec les DG Ernest Kabila, fait un contrôle. Oui. Je pense que vous avez pu déceler qui était présent, qui travaillait, qui ne travaillait pas. Mais on n'a pas vu des mesures tomber par rapport à cela. Et maintenant, nous faisons des rapports et il y a des gens qui ont été engagés. Il y en a qui se sont présentés et qui ont disparu. Il y en a qui ne viennent pas, mais qui sont, je pense, sur la liste de la DRH. Et ils vont à la banque chaque mois prendre l'argent de l'État gratuitement, pendant que nous avions des gens qu'on avait formés et qui n'ont pas été engagés, des gens qui ont travaillé pendant 8 ans, 10 ans, qui attendaient. Mais il y a des gens qui sont venus. Moi, j'ai vu quelqu'un se présenter avec une lettre d'engagement. Je demande, tu as déjà travaillé? Non. Tu as déjà fait quelque chose dans la maison? Non. Mais comment tu es engagé? Et c'est parce que mon oncle connaît telle personne comment. Bon, qu'est-ce que tu veux? On m'a dit de me présenter chez vous et je dois constituer mon dossier. Alors je lui dis, bon, alors quand tu vas constituer les dossiers pour les déposer à la direction des ressources humaines, tu viendras aussi me donner une copie. La personne a disparu. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas reconnaître la personne. Une fois, j'étais en congé, je viens pour les festivités.
On me montre un monsieur, me dit, madame, il y a un monsieur qui a été engagé, mais qui ne s'était pas présenté pendant 3 ou 4 mois, il n'avait pas de téléphone. On lui a pris en retard et maintenant il est là. Le monsieur est venu me saluer. J'ai repris le service, je l'ai vu 2 ou 3 fois et puis après il a disparu. Et ces gens-là sont à la banque à la fin de chaque mois. Et il y en a beaucoup. Ceux qui se sont présentés et ceux qui ne se sont pas présentés, il y en a beaucoup dans d'autres services aussi. Alors je me demande, quand vous allez découvrir qu'il y a des fictifs, qu'il y a des absents et ceux-là qui ne viennent pas, est-ce que vous allez prendre des mesures pour frapper, pour les écarter, pour les démettre? Bon, il y a des démissions d'office aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, puisque la situation perdure. Pendant des années, ces gens-là prennent l'argent sans travail. Oui, madame, c'est vrai. Sur la liste, il y a plusieurs noms. Je prends l'exemple de la direction des informations. Je vois à peu près 120 personnes, bien 126. Mais quand vous venez à la direction des informations, il n'y a même pas 50 personnes chaque jour. Donc, ce qu'on va faire, chaque direction m'a envoyé le nombre de gens qui sont sur la direction. Moi-même, j'ai déjà commencé à faire un contrôle. J'ai déjà fait ici 126 personnes. Quand on va terminer le contrôle de toutes les directions, on va savoir on est combien. Si on trouve qu'il y a des gens qui sont nombreux, nous sommes obligés, parce que c'est moi qui signe, avant que ça aille à la banque, hein. Non, au budget. Donc, je peux décider, on enlève les noms. Mais je ne veux pas le faire comme ça. Il faudrait que ce soit au niveau du conseil d'administration. C'est faire un rapport écrit, après contrôle, que j'envoie au conseil d'administration, et on décide, parce que nous sommes sous tutelle du ministère, et puis après ça, ça part au budget. Et comme ça, on peut récupérer l'argent qui est en l'air là, pour avoir le salaire des gens. C'est tout ce qu'on peut faire. Merci, monsieur le directeur général. Je voulais vous donner une information pour que vous ne puissiez pas être trompé. Ces salaires que nous touchons, nous l'avions fait en 2011. Nous étions avec des terrains dépassés, cette époque. Ça fait depuis 11 ans que nous avons le même salaire. Et nous ne sommes même pas arrivés à atteindre le plafond. Mais posez un peu la question aux gens du personnel qui vont aller tout le temps solliciter des soldes. Les soldats qu'on leur donne, ils mettent où? Ça, c'est la question. Et lorsque nous avons élaboré cette grille barémique, les soldes parce que ça fait 10 ans, le salaire a été, la grille barémique, nous l'avons élaboré en 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ça fait 11 ans. Et 10 ans que nous avons le même salaire pour lesquels nous n'avons même pas atteint le plafond. Mais on vous dit qu'ils partent pour leur donner les soldes. Ces soldes-là, ils mettent où? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Lorsque nous avons élaboré la grille barémique, l'effectif est connu. Est-ce que lorsqu'ils engagent les gens, est-ce qu'ils demandent des suppléments? Ou on leur donne dans le même enveloppe qu'ils se permettent à distribuer à ceux qui sont venus après pour préjudicier ceux qui sont concernés par l'enveloppe. DGI, le type m'informe. Il m'a dit, tu paies pour la plaque d'immatriculation. Sur chaque plaque d'immatriculation, il y a $10. Donc, cela veut dire que nous savons. Il dit, ça c'est pour la RTNC. On a dit, comment? Il dit, non, il y a qu'un engagement sur chaque plaque d'immatriculation. Nous n'avons aucune information sur la défense. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Qu'on nous donne des informations. Qu'on soit au courant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous venez de vous adresser au directeur que nous sommes. Alors, j'aimerais connaître qu'est-ce que vous attendez de nous par rapport à la situation de Bardi. En toute franchise, vous comptez sur nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons nous comporter par rapport à nos collaborateurs? C'est important aussi qu'on connaisse votre position parce qu'on sortira d'ici avec une position. Merci. Ok, ma position est très claire. D'abord, les revendications des syndicalistes ne tiennent pas debout. La première revendication, c'est le salaire.
je viens de vous dire, c'est que le ministre a transmis les dossiers au BIDI. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, concernant la redevance et la mauvaise gestion. Je vous ai dit que moi, je n'ai pas géré. L'IGF est venu pour voir toutes ces questions de redevance. S'il y a des choses, ce sont des gens qui sont spécialistes en matière, qui vont découvrir qui ont volé et qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est pour éviter les rumeurs. On m'a dit, on a dit, et c'est pas bon. Et troisième, si on s'est réunis, c'est pour vous donner l'information. De dire à vos agents d'être sages. D'abord, quels que soient les problèmes, on ne peut pas saboter le matériel. On ne peut pas. Deuxième chose, quels que soient les problèmes, on négocie. Je pense que le lundi, moi, je suis invité à l'inspection générale du travail. Comme ça, les syndicalistes viendront avec leurs revendications. Il n'y a que toi qui connais le bouton sur lequel